France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. C'est à Bruxelles, dans les studios de la Commission européenne, que nous avons le plaisir de recevoir la nouvelle commissaire européenne belge, Hadja Labib. Bonjour. Vous êtes en charge de deux thématiques au cœur de l'actualité. Anticipation et gestion des crises, ça inclut les crises humanitaires dans le club des 27, mais aussi notre aide à l'extérieur, à travers le monde. Et puis deuxième intitulé, égalité, alors égalité entre les citoyens européens, les hommes et les femmes, bien sûr, non-discrimination à l'encontre des minorités ou des personnes handicapées. Très vaste portefeuille, Madame Labib. Vous apportez donc à ce portefeuille une expérience d'ancienne journaliste reporter pour la télévision publique belge et puis de ministre des Affaires étrangères aussi pour le mouvement réformateur qui est un parti libéral belge qui correspond au groupe Renew centriste sur la scène européenne. Alors on commence sur votre premier voyage en Ukraine. Vous avez annoncé là-bas l'attribution d'une aide humanitaire de 140 millions d'euros alors que les températures, il faut le dire, commencent à descendre jusqu'à moins 20 degrés et l'Ukraine s'enfonce dans l'hiver et la crise humanitaire. La situation est effectivement très grave. Je me suis rendue à 2 heures plus ou moins de Kiev et j'ai pu visiter des projets que nous soutenons, des écoles que nous avons pu réaffecter, des cliniques ambulantes et à chaque fois, à chaque étape, nous avons fait à peu près 4-5 étapes. Nous étions évidemment assez près de la frontière. Nous avons commencé nos visites en nous rendant dans des abris parce qu'il y avait des alertes à la bombe. Et donc, vous percevez véritablement la menace. La situation est tout à fait différente à Kiev. Et ce qui frappe, d'abord, c'est évidemment le froid. Le froid, parce que il faut bien dire aussi que les infrastructures ont été touchées quand même par les Russes. Et qu'il manque d'électricité et de... En violation totale du droit international humanitaire. Et là, quand on dit violation du droit international humanitaire, on a les conséquences. Et donc, les conséquences, c'est que les enfants, les femmes sont les premières victimes, les personnes handicapées qui sont déplacées à des kilomètres parfois de chez eux, sans électricité, sans abri, sans maison, tout est détruit. Et donc, il faut les reloger dans des universités, dans des écoles qui sont évidemment délabrées et qu'il faut chauffer. Et donc, une grande partie de notre aide humanitaire, en fait, consiste à répondre aux besoins de première nécessité. On a un programme qui s'appelle Winterization. En fait, je ne sais pas comment le traduire en français, qui tient compte, en fait, de ce cœur de l'hiver dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, et qui permet aux gens, simplement, parfois, d'acheter du bois pour se chauffer. Et voilà, j'ai parlé à une dame, Elena, qui me disait, vous savez, ça c'est 6 mois de travail, de salaire pour acheter du bois pour se chauffer 1 mois seulement. Et donc, ça montre la précarité. On supporte énormément en fait de projets qui sont extrêmement concrets dans l'aide grâce à une localisation en fait de notre aide avec des partenaires locaux. D'ailleurs, il y a aussi 8 millions dédiés à la Moldavie voisine parce que la Transnistrie, qui est un territoire donc séparatiste pro-russe de Moldavie, connaît l'arrêt des livraisons du gaz russe et se trouve dans une situation de crise énergétique et donc humanitaire tragique. Oui, et donc c'est toute la région, en réalité, qui est touchée par cette guerre. Et nous-mêmes, d'ailleurs, on peut parler des attaques hybrides, de la désinformation, etc. Mais donc cette guerre ne s'arrête pas à l'Ukraine. Et pour notre opinion publique qui pourrait penser en quoi cette guerre nous concerne, parce que certains pourraient se dire fatigués, même s'ils la voient à distance, en fait, on en subit déjà toutes les conséquences en termes de cyberattaques, de désinformation, de câbles qui sont cassés ici et là dans la mer Baltique, de manque d'approvisionnement énergétique. Tout ça est extrêmement grave et si l'Ukraine ne gagne pas cette guerre, elle ne s'arrêtera pas effectivement à ces frontières-là et nous risquons alors d'être physiquement en danger aussi. Parlons de l'autre conflit qui préoccupe beaucoup l'Union européenne dans son voisinage sud, bien sûr cette fois-ci, le conflit israélo-palestinien.
éclaircies du côté de Gaza avec une trêve tant attendue, mais la situation humanitaire reste tragique. L'Europe peut-elle accéder à Gaza, être une force de reconstruction ? Effectivement, il y a là peut-être une éclaircie qui s'annonce avec l'échange d'otages, de prisonniers, un cessez-le-feu que nous appelons depuis le début du conflit. Là aussi, nous sommes en pleine violation du droit international humanitaire qui demande de ne pas prendre les populations civiles ni en otage et ne pas viser non plus les infrastructures comme on le voit. Alors Gaza est démoli à plus de 80%. Les derniers hôpitaux qui étaient en état de fonctionner ont été sévèrement touchés aussi. Ce sont principalement des femmes, des enfants. Maintenant, on parle d'un nombre de 60 000 personnes. Et l'accessibilité de l'aide humanitaire est sans doute la chose la plus difficile. Et vous savez que le Parlement israélien a voté une loi qui risque de bannir toutes les activités de l'UNRWA, alors qu'on sait, toutes les études le montrent, les experts disent que rien, les Nations Unies, l'Union européenne aussi, rien ne peut remplacer l'UNRWA. Les services qui sont donnés, prodigués par l'UNRWA, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau psychosocial, parce qu'il n'y a pas que l'aide humanitaire proprement dite, médicale, sanitaire, sont énormes. Et donc, nous allons là vers une véritable tragédie si cette loi est appliquée. Et nous en discuterons effectivement au Conseil Affaires étrangères, où je prendrai la parole d'ailleurs pour faire un état des lieux au niveau humanitaire. Alors, sur un autre terrain mouvant, celui de la Syrie, l'Union européenne pourrait progressivement assouplir les sanctions en cas de projet tangible des nouvelles autorités emmenées par la formation radicale islamiste HTS. Les sanctions qui entravent l'accès à l'aide humanitaire, en effet. Est-ce que ces aides humanitaires peuvent être conditionnées au bon respect de la diversité des cultes et de la liberté des femmes? C'est votre autre portefeuille, l'égalité. Alors l'aide humanitaire a une spécificité. Elle est inconditionnelle. Elle est basée sur les besoins d'une population, quelle qu'elle soit. Elle est impartiale, neutre et inconditionnelle. Et donc ce n'est pas politique. Et en fait, l'Union européenne, si elle est partie en 2011, lors de la crise, l'aide humanitaire que nous avons prodiguée au niveau de la Syrie n'a jamais quitté en fait la Syrie. Donc depuis 2011, nous avons attribué beaucoup d'aide humanitaire, y compris d'ailleurs avec les autorités de facto actuelles. Nous avons été présents dans toutes les provinces et en particulier à Idlib, où nous avons fonctionné en bonne intelligence, en respectant nos principes de neutralité et en prodiguant de l'aide partout où elle était nécessaire. Et donc ce que nous attendons aujourd'hui, c'est une Syrie inclusive, une Syrie qui permet à tous les Syriens d'exister avec leurs différences, y compris évidemment dans le respect du droit humanitaire, des droits de l'homme, mais surtout aussi des droits des femmes, des minorités religieuses, etc. Et donc ça, on va juger les autorités sur les faits, sur ce qu'elles feront dans leurs actes dans les prochaines semaines, parce que ce qu'il faut maintenant, c'est permettre à la Syrie de se reconstruire pleinement. Vous avez, en tant qu'ancienne journaliste, effectivement, bien connue et visité l'Afghanistan, consacré un documentaire en 2008, un livre à ce pays où 16 millions d'Afghans sur 38 millions ont besoin d'assistance. Bruxelles est le seul acteur politique occidental présent à Kaboul. En juin, on a débloqué donc 150 millions d'euros sur la réserve d'aide d'urgence. Quelle aide humanitaire pour ce pays aux mains des talibans? Une aide humanitaire qui est là depuis 1994. Et donc tous les édicts, etc., par les talibans qui empêchent par exemple les femmes de travailler dans les ONG, etc., n'ont pas vraiment été appliqués et ont permis à notre aide humanitaire d'être maintenue sur place. Nous sommes présents dans 34 provinces. Paris, par exemple, s'oppose à une forme d'aide au développement en faveur de Kaboul à cause de justement son traitement des femmes. Écoutez, j'entends, mais ce que nous demandent les femmes afghanes est à nos yeux plus important. Et ce qu'elles nous demandent, c'est de rester. Parce qu'elles ont besoin de notre aide, parce qu'elles sont les premières à bénéficier aussi de notre aide avec leurs enfants. Et donc nous resterons tant que nous pouvons travailler et faire parvenir notre soutien humanitaire à toutes les femmes.
Parlons de l'aide humanitaire à l'intérieur du club européen dont vous êtes aussi en charge. En réponse à la demande d'assistance de la France à Mayotte, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Suède ont proposé des abris, d'autres articles à travers ce fameux mécanisme de protection civile de l'Union européenne et les Stock Rescue EU. De quoi s'agit-il exactement? Comment expliquer qu'un pays riche ait besoin de l'aide européenne? C'est pas parce qu'on est riche qu'on sait faire face à une catastrophe aussi vaste qu'un cyclone ou à une pandémie. Et c'était une des leçons apprises de la pandémie. On ne peut pas faire face à des catastrophes de telle ampleur seul dans son coin. Et donc, qu'est-ce que c'est que le mécanisme de solidarité, de protection civile? En réalité, c'est le résultat de la contribution de tous les États membres, les 27 et plus largement d'ailleurs, parce qu'en fait il y a 37, les 27 plus 10 États qui ont une perspective européenne, qui bénéficient d'un système où on met ensemble ce que nous avons pour répondre tant aux crises provoquées par le changement climatique, par les guerres, les attaques terroristes, des éventuelles attaques chimiques, radiologiques, dont nous avons donc des capacités de stockage qui sont réparties dans 34 bureaux stratégiques. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous conscients qu'on est plus fort ensemble. L'union fait la force, comme dit le proverbe qui est en fait à la base de la création de la Belgique, mais c'est aussi l'Union européenne à son meilleur. Ce sont des notions de solidarité, de prospérité, de paix. Et comment répondre finalement à ce paysage sans cesse évolutif de catastrophes, de guerres, de ce monde qui est en crise, qu'ensemble. Et donc il faudrait presque changer complètement la procédure et que les États membres tout de suite réagissent. Et là d'ailleurs la France a agi assez vite puisqu'elle a demandé très vite aux satellites, à nos capacités satellitaires, le satellite Copernicus, de donner en fait des cartes pour permettre d'évaluer les besoins, la catastrophe et y répondre avec la contribution de plusieurs États membres qui ont donné des capacités d'abri essentiellement pour les personnes qui ont perdu leur logement et des moyens de communication aussi. Alors, Hadj El Habib, deuxième corde à votre arc, la défense de l'égalité. L'égalité homme-femme au sein de l'Union européenne, elle semble progresser assez lentement quand même, y compris d'ailleurs au sein de votre commission, Ursula von der Leyen II, moins paritaire que la précédente. Est-ce qu'en période de crise, c'est le retour en force des hommes, j'ai envie de dire? Vous savez, j'ai envie de citer Simone de Beauvoir qui a écrit « Il suffira d'une crise religieuse, économique, politique pour que les progrès en matière de droits des femmes soient mis en danger et qu'il nous faudra donc rester vigilantes à chaque instant. » Et c'est ce qui se produit. Nous vivons dans un monde polarisé, confronté à de multiples crises, on vient de le voir avec Mayotte, et il y a un repli général des droits humains et en particulier des droits des minorités, bien que les femmes ne soient pas une minorité et au contraire même une majorité. Alors vous dites que la Commission est un petit peu en recul pour ce qui est de l'équilibre genre. Heureusement qu'Ursula von der Leyen a insisté, Madame la Présidente de la Commission, pour qu'il y ait des pays qui proposent des femmes, sinon peut-être même que je ne serai pas là en face de vous. Le Parlement est aussi moins féminin que le précédent, donc c'est un mouvement général, c'est pour ça qu'on doit être vigilant et je suis très heureuse d'avoir ce portefeuille qui est construit finalement autour de valeurs, de diversité, d'inclusivité et de principes de solidarité et d'humanité. Alors, lors de votre audition, d'ailleurs, devant le Parlement européen, vous avez dû répondre à des questions assez difficiles sur les droits à l'avortement, la prévention des violences conjugales, qui sont des enjeux maintenant de civilisation, des enjeux politiques très forts. Le corps des femmes est devenu un champ de bataille, avez-vous dit? Je pense qu'on a ce qu'on appelle en anglais un backlash, effectivement. Une régression. Une régression, une polarisation. C'est peut-être aussi le reflet des réseaux sociaux, c'est blanc, c'est noir. On parle de compétitivité, par exemple. Comment assurer la compétitivité de l'Union européenne en maintenant cette chape qui maintient les femmes dans des métiers mal payés. Comment parler de compétitivité quand on sait que la violence à l'encontre des femmes sur un an dans l'ensemble de l'Union européenne coûte à notre Union 290
milliards, j'ai bien dit milliards, en termes de médicaments, d'absentéisme au travail, de gestion psychologique des enfants, de pauvreté aussi. Vous savez, le fossé de pension pour une femme, entre une femme et un homme, est de 25% à peu près. Donc tout cela, en fait, nous maintient aussi, empêche notre compétitivité d'avancer. Au-delà des valeurs qui me tiennent à cœur, évidemment, il y a aussi un impact que vous payez tous les jours. Vous avez commencé à parler effectivement des réseaux sociaux, Madame la Commissaire. Vous êtes aussi en charge du cyberharcèlement. Elon Musk se fait depuis des années le défenseur d'un conservatisme assumé, multipliant les sorties misogynes, sexistes. Il faut viriliser les réseaux sociaux, estiment certains d'ailleurs. Est-ce que ça aussi, il faut réussir à y mettre bon ordre et surtout à pouvoir l'encadrer pour que ça n'affecte pas trop les femmes et les minorités bien sexuelles européennes? Mais cela affecte déjà les femmes et les minorités. Nous savons que les femmes et les minorités sont les premières victimes du cyberharcèlement, qui est une violence aussi forte que la violence physique et qui mène à des drames, entre autres chez les adolescents, parfois à des suicides. Donc nous avons pris des directives pour obliger les plateformes à repérer quand il y a du cyberharcèlement, quand il y a de la désinformation massive, quand l'intelligence artificielle est utilisée aussi pour nuire. Ce sont des directives qui vont être mises en place. On a adopté beaucoup de directives, de législation européenne très révolutionnaires, je dois dire, lors du mandat précédent. Et maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre. Et donc, c'est le pari, ça va être mon pari, dans les 2 ans, d'avoir véritablement un contrôle de toute cette nuisance, en fait, qui a un impact sur notre vivre ensemble et sur notre épanouissement à tous. Hadja Labib, commissaire en charge de la gestion des crises et de l'égalité. Merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. On poursuit sur la question d'Elon Musk contre l'Union européenne. Faut-il mieux réguler les plateformes et ce milliardaire en particulier? C'est notre débat au Parlement européen. Merci de nous rejoindre à Bruxelles au Parlement européen pour un débat consacré à un homme qui déstabilise l'Europe en ce début d'année 2025, le milliardaire Elon Musk, patron du réseau social X et homme fort du gouvernement de Donald Trump qui entre en fonction le 20 janvier. En effet, Elon Musk a décidé de soutenir haut et fort lors des élections allemandes qui auront lieu le 23 février. Il a décidé de soutenir le parti d'extrême droite AfD, ce qui pose des problèmes d'ingérence et de démocratie. On va écouter la réaction de plusieurs dirigeants européens. Elon Musk a soutenu certains partis d'extrême droite et comme vous pouvez le voir, il n'agit pas seulement de cette manière dans ce pays. C'est quelque chose que nous n'approuvons pas. Je rejette cela. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? L'internationale d'ultra-droite que nous dénonçons depuis des années en Espagne, dirigée en l'occurrence par l'homme le plus riche de la planète, attaque ouvertement nos institutions, attise la haine et appelle ouvertement à soutenir les héritiers du nazisme en Allemagne. Voilà, alors globalement, Elon Musk soutient toute la droite radicale européenne, à commencer par le Hongrois pro-russe Viktor Orban ou l'Italienne Giorgia Meloni qui s'apprête à passer un contrat de cybersécurité à plus de 1 milliard d'euros avec SpaceX. Or, l'Union européenne reproche à Elon Musk de participer à la propagation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, copiées en cela d'ailleurs par d'autres géants du numérique américain, comme le patron de Facebook, qui a renoncé au fact-checking. Alors, que fait l'Europe? Eh bien, nous allons poser la question à nos 2 eurodéputés invités sur ce plateau aujourd'hui. Pierre Jouvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé français, membre du Parti socialiste en France et du groupe des sociodémocrates ici au Parlement européen. Et nous accueillons également sur ce plateau Markus Borchheit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, membre de l'AfD en Allemagne et ici au Parlement européen, vous êtes membre du groupe de l'Europe des nations souveraines à l'extrême droite de l'hémicycle européen. Alors quand le réseau X
donc ex-Twitter, bien sûr, qui compte 100 millions d'utilisateurs en Europe, est aux mains d'un milliardaire américain bientôt dans l'administration Trump et soutient activement la campagne d'un parti en Allemagne avec un entretien exclusif avec sa dirigeante, donc la dirigeante de l'AfD, Alice Weidel. Est-ce que cela vous choque et pour quelles raisons d'ailleurs? Ce qui me choque, c'est en vérité pas les positions de M. Musk. M. Musk en lui-même est un citoyen, qu'il prenne les positions qui sont les siennes, il a le droit. Ce qui me choque, c'est qu'il se serve de son réseau social pour influer sur le cours de nos démocraties. Ce qui me choque en réalité, c'est que non seulement il se serve de son réseau social, mais qu'il impose par les algorithmes de son réseau social le fait de faire passer des informations que les gens peuvent prendre soit comme des vérités, soit qu'ils le prennent sans filtre et sans possibilité même de les contourner. C'est ça le problème de fond. Le problème de fond, il est à quoi aujourd'hui sont mis à disposition les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il est clair que M. Musk met à disposition sa puissance financière, la puissance de son réseau social pour déstabiliser nos démocraties et faire gagner l'extrême droite en Europe et partout dans le monde. D'ailleurs, Elon Musk est en train de booster la visibilité de votre parti, l'AfD, Markus Borchert, sur son réseau social X. Est-ce qu'il est en train de manipuler l'élection allemande? Pour commencer avec, je ne pense pas que M. Musk est vraiment déstabilisant l'Europe maintenant ou l'Allemagne en concret. Mais je pense, bien sûr, c'est bon pour nous d'avoir un peu plus de visibilité. Comme normalement, on n'apparaît pas trop souvent dans les discussions dans les médias allemands. Alors pour nous, c'est quelque chose de bien. Mais en même temps, je pense que Musk, ce n'est pas vraiment l'élément essentiel pour nous, comme parti politique. Ce sont les problèmes dans le pays, par exemple, qui nous aident, si vous voulez, qui nous poussent dans la direction des parlements maintenant. Est-ce qu'Elon Musk finance votre campagne, l'AfD? Non, ça je ne vois pas. Et je ne vois pas maintenant que... Mais il n'a interviewé que votre... Ni la Commission européenne sait maintenant si vraiment il y a un changement des algorithmes de Twitter. Il a interviewé, comme précédemment Donald Trump, il n'a interviewé sur Twitter que votre dirigeante de parti, pas les autres. Je précise quand même. Alors justement, il y a un autre cas en Europe qui est quand même assez flagrant. En Roumanie, la Cour constitutionnelle a dû annuler l'élection présidentielle faussée par la propagande pro-russe de TikTok. Est-ce qu'il risque de se passer des choses similaires bientôt, le 23 février, dans la première démocratie qu'est l'Allemagne? Je ne le souhaite pas. Nous sommes dans ce continent européen avec l'une des plus grandes démocraties qui est la démocratie allemande. Et moi, ce que je souhaite, c'est que le débat démocratique allemand puisse avoir lieu de manière sereine, que ce débat puisse se faire, que chacun puisse exprimer son opinion. Moi, vous savez, je vais vous dire très clairement les choses. Je combats sur le fond les idées qui sont portées par l'AfD, comme en France par le Rassemblement national ou comme Reconquête. Mais moi, je veux que le débat il puisse s'exprimer. Je veux que nos concitoyens, de manière éclairée, puissent voir les positions qui sont différentes entre nous et les choix et les orientations que nous voulons pour nos pays et pour le continent européen. Mais la difficulté, et c'est ce qui s'est passé en Roumanie, c'est qu'en fait, ce sont des puissances étrangères qui, par le biais de plateformes de réseaux sociaux, comme ça a été le cas avec TikTok, parce qu'en fait, c'est un lien en réalité entre la Russie et la Chine pour déstabiliser l'Europe avec la Roumanie, viennent totalement fausser le résultat. Parce que rendons-nous compte de ce qu'il se passe tout de même. Vous avez un candidat qui n'était pas présent sur le réseau social TikTok, qui en quelques mois devient la personnalité politique la plus suivie, dont les posts, dont les publications sont boostées à tel point que ça génère des millions de vues, et qu'en vérité, l'algorithme est fait pour nous créer de l'addiction. Quand on est sur nos réseaux sociaux, qu'on prend notre téléphone et qu'on regarde TikTok, X, Instagram, Facebook, on a de l'addiction qui est créée. Pendant des années, c'était avec la publicité sur quel produit faut-il acheter, qu'est-ce qu'il faut regarder à la télé. Et aujourd'hui, des milliardaires qui sont derrière financés par des puissances qui peuvent être des puissances qui veulent nous déstabiliser d'un point de vue géopolitique,
veulent contrôler nos votes et notre démocratie. C'est ça la difficulté aujourd'hui et le risque majeur. Marcus Borchheit, quel est le projet politique d'Elon Musk? C'est de créer une internationale réactionnaire d'extrême droite, comme le dit Emmanuel Macron? C'est ça qu'il veut mettre en place en Europe? Je dois commencer avec quelque chose d'autre, parce que pour moi, c'est comme Noël aujourd'hui. J'ai finalement trouvé un collègue de la gauche qui est avec moi contre le cordon sanitaire. Si je l'ai bien compris, hein? Oui? Vous êtes avec moi contre le cordon sanitaire ici au Parlement? Moi, je suis pour le débat démocratique Super, ouvert. Hein, finalement. C'est pour ça que je débat d'ailleurs avec vous. Oui, sans difficulté. Merci. Non, je ne sais pas, je ne suis pas Elon Musk, hein, je ne connais pas ses plans, mais je peux vous dire que nous, on était toujours contre l'électromobilité maintenant, non? Vous le savez bien. Le but de terminer avec les voitures classiques jusqu'au 2035. Et ça, on ne va pas changer. On ne va pas changer notre programme comme parti politique maintenant seulement parce qu'il y a un Elon Musk là. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un but à part d'un but économique, ce qu'il est, hein, sans doute, parce qu'il est entrepreneur. Hein, mais jusqu'à maintenant. Il défend certaines valeurs dans plusieurs pays d'Europe. Oui, il y a Antiwo qui l'a dit pour le virilisme. Contre l'immigration. D'expression d'opinion, par exemple. Ça, c'est une valeur, non? Oui, il défend la liberté d'expression, mais également contre l'immigration. Exactement, et puis contre les problèmes qui sont maintenant au courant en Allemagne. Alors, comme la liberté d'expression, exemple, mais surtout, il se défend contre toute régulation européenne qui encadrerait les fameuses plateformes du numérique. Parce qu'on pourrait ouvrir aussi peut-être, s'il y a lieu, une enquête sur l'ingérence dans la campagne allemande. Pour l'instant, on a constaté d'ailleurs qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions de la patronne de la Commission, Ursula von der Leyen, dans cette affaire Musk. Or, la Commission a maintenant des moyens, on l'a dit, 2 directives qui sont passées pour mener des enquêtes contre X avec des possibles amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous attendez par rapport à Elon Musk de l'Union européenne? Mais vous savez, moi j'attends d'une manière générale que l'Europe se réveille, que Madame von der Leyen se réveille, que enfin nous arrêtions d'être les grands naïfs du monde. Nous votons ici, nous sommes des députés, nous votons des règlements, nous votons des lois, nous avons des débats qui sont parfois des débats passionnés. Et aujourd'hui, nous avons des règles, DSA, DMA, qui permettent justement à la fois et ces régulations et ces contrôles, et qui ont une puissance financière, notamment, vous l'avez rappelé, avec 6% du chiffre d'affaires au niveau mondial en cas de détournement du réseau. Mais que ces règles soient mises en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes silencieux. Mais on a peur de le faire parce qu'on ne veut pas justement avoir une guerre commerciale avec Donald Trump. Mais parce qu'on a peur, parce que justement, vous voyez bien le mélange des genres. Le mélange des genres entre l'homme le plus puissant financièrement au monde, qui est Elon Musk, qui va faire des investissements partout dans le monde, en Europe, en Allemagne, en France, et où donc on a des dirigeants qui ne veulent rien faire. Rendez-vous compte qu'Emmanuel Macron, après les propos qu'on a vus tout à l'heure dans votre reportage, va recevoir encore dans quelques semaines M. Musk en France pour le salon de l'intelligence artificielle. Et donc on déroule le tapis rouge à quelqu'un qu'on fait croire de dénoncer politiquement. Eh bien moi je le dis, nous devons aujourd'hui en Europe avoir enfin le courage de ce que nous avons fait voter et réguler enfin ces grands services du numérique. Marcus Borchheit, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il faut enfin appliquer nos règlements européens sur le numérique contre la désinformation, y compris s'il faut aller au bras de fer avec un milliardaire puissant comme Elon Musk? Il faut appliquer ces règles. Le problème ici, ce n'est pas que Elon Musk a dit quelque chose. S'il y a une ingérence, je ne vois pas l'ingérence là, parce qu'il n'y avait pas d'ingérence avant avec M. Soros, il n'y avait pas d'ingérence avec M. Steinmeier là en France, avec d'autres, Bill Gates par exemple, avec les ONG. Et alors s'il y a des fake news sur X, est-ce qu'il faut sanctionner Elon Musk? Pourquoi ça? Parce que Elon Musk n'est pas de gauche. Tous les autres, ils étaient... Non, parce qu'il est à la tête d'un réseau social. C'est parce qu'il est la tête d'un réseau social sur lequel des millions de gens sont. Mais on n'a pas encore des preuves qu'il y avait des qu'il est d'extrême droite, si, on le sait. Ça, on le sait. Mais on ne sait pas encore s'il y avait des manipulations sur CX, par exemple. Et vous le dites simplement, il y avait 150... des administratifs, comment dire, des personnes, fonctionnaires qui enquêtent des fonctionnaires, c'était ça le mot, à la Commission européenne. On verra ce que s'y passe. Il y a des règles, et s'il y avait une inflexion des règles, voilà, on va faire quelque chose. Mais pour l'instant, j'aurais besoin des preuves, s'il vous plaît. Il y a quand même un problème.
justement, on le disait, de course à l'échalote pour aller rencontrer Donald Trump, Elon Musk, et ça a été le cas d'ailleurs pour Giorgia Meloni qui s'est précipitée aux États-Unis la première, la présidente du Conseil italien de la droite justement radicale, qui est en train de signer un contrat de cybersécurité avec SpaceX, très décrié en Italie, 1 milliard d'euros sur la table pour les contribuables italiens. Est-ce qu'elle est en train aussi d'acheter la capacité de murmurer à l'oreille de Musk et de Trump? Mais évidemment, et on le voit bien, et Pedro Sanchez le disait à juste titre dans votre reportage, c'est l'international d'extrême droite qui est en train de s'organiser. Et à travers ça, un mélange des genres généralisé entre business, démocratie et déstabilisation politique. Parce que quand on voit ce que fait Mme Meloni, elle va effectivement négocier par des accords commerciaux la possibilité de murmurer à l'oreille de Donald Trump et d'avoir les bonnes faveurs d'Elon Musk. Et donc aujourd'hui, on a face à nous des gens qui décident de piétiner toutes les règles du fonctionnement démocratique classique, qui décident de mettre la puissance financière au service d'une idéologie politique que moi je combats profondément, et nous ne faisons rien. Eh bien, c'est le moment, je le crois, si nous voulons éviter, encore une fois en Europe, de nous réveiller trop tard, de nous réveiller et de nous saisir, et d'aller enfin en face affronter ces problématiques sur le fond, dans le débat politique, de manière cohérente. Il y a conflit d'intérêts? Mélange des genres? La seule chose que moi je vois, c'est une coalition. Finalement, la droite a aussi une internationale, c'est pas mal, hein? Une internationale qui s'occupe de l'expression d'opinion et qui voit les mêmes problèmes et qui est fatiguée de ne pas parler des problèmes qui occupent les gens ici. Oui, mais c'est une position monopolistique. Les géants du numérique américain ont une position monopolistique. Donc, tous les réseaux sociaux sont détenus par des géants du numérique américains. Ça ne vous pose pas problème? Et les médias en Allemagne sont payés par l'État et les socialistes en Allemagne ont 40% de tous les journaux en Allemagne. Voilà. Il y avait aussi un monopole là, non? Oui, mais à la télé, au moins un oligopole. Oui, mais à la télé et dans les journaux, là, par exemple, on fait un débat avec des journalistes qui représentent des chaînes de télé. C'est pas comme ça si là, dans le débat, nous disons quelque chose qui est faux, ils viendront nous dire, non, c'est une contre-vérité, c'est une fake news. Ils viendront informer leurs téléspectateurs. C'est ça le débat démocratique. Mais c'est pas le problème maintenant de pourquoi nous discutons, parce qu'il y avait un monopole de gauche avant dans les médias et maintenant il n'y a plus un monopole de C'est votre opinion qu'il y avait un monopole de gauche dans les médias. Maintenant, la question de la modération est une bonne question quand même. Effectivement, quand on voit que le patron du réseau social Meta, donc de Facebook, Mark Zuckerberg, qui annonce qu'il va abandonner la modération, le fact-checking pour faire plaisir à Donald Trump, est-ce que ce sont les réseaux sociaux que vous rêvez? Pour faire plaisir à Donald Trump, c'était ça la motivation? On sait qu'il était en conflit avec Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump l'a concédé. Selon mes informations, remplacer ces mesures par d'autres mesures, non? Non, il licencie. Pour l'instant, non. Il est en tout cas dans une volonté de faire... Par l'instant, ce n'est pas encore même changé, non? Globalement, il dit qu'il y aura moins de fact-checking. Voilà, il y a les fact-checkers et il y a l'autre système comme X qui s'appelle comment? On va remplacer les deux méthodes, non? Il y aura un système de fact-checking, mais par groupe, je pense. Hein. Il licencie 10% quand même, et donc la totalité de ces fact-checkers, pas encore en Europe. Qu'est-ce qu'on doit faire d'ailleurs du point de vue de l'Europe? Est-ce qu'on doit avoir le courage politique de donner des signaux forts? Peer review. Couper un réseau social comme X, c'est possible? Parce que ça s'est fait en Amérique du Sud. Alors moi, aujourd'hui, je suis sur une ligne qui est très claire. Soit nous appliquons nos règles, soit les grands géants du numérique acceptent les règles qui sont votées par les parlementaires européens, soit si les règles ne sont pas respectées, alors nous devons, de manière temporaire, couper ces réseaux sociaux. Il n'est pas possible aujourd'hui, je le répète, mais je crois que c'est central pour nos téléspectateurs, de laisser totalement le débat être floué. Vous avez aujourd'hui, pour en revenir à M. Musk et à X, M. Musk est l'homme qui a le plus de followers sur X. Il est, même si vous ne le suivez pas sur votre compte X, votre algorithme fera que vous voyez M. Musk et ce qu'il dit. On voit toutes ces contre-vérités. Il a été pris en permanence sur des mensonges, sur des fake news, où il a accusé, y compris des dirigeants européens. Eh bien maintenant, la puissance politique doit reprendre sa règle centrale. Ce n'est pas un homme, aussi riche qu'il soit, avec les investissements qu'il fait, qui peut diriger nos démocraties, ni en Europe, ni dans le monde. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat sur Elon Musk. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et sur les chaînes parlementaires. À très bientôt à tous.